Donc je vais vous parler du protocole P26, méthode de prélèvement des matériaux stockés en andin. Bon, le programme, on va vite le comprendre. Alors, vous allez comprendre que toutes les présentations, tous les protocoles qu'on va vous présenter ici, on ne les a pas sucés de notre pouce, ils viennent de normes ISO qui ont été décortiquées et adaptées à la situation wallonne. Je vous invite très fortement à lire le guide de référence relatif à la gestion des terres, le GRGT. Si vous êtes amené à faire des prélèvements de terres excavées, c'est un document de référence qui est très important pour comprendre exactement où vous mettez les pieds. Alors le champ d'application du protocole P26, c'est les matériaux de toute nature disposés suivant une configuration en andin. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est en andin, ben, c'est ça. Ça peut être ça aussi, des granulats. Un gros dépôt de sel, c'est également en andin. Mais dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sera essentiellement les terres disposées en andin. Et comme vous le voyez, ça ressemble plus souvent à un tas informe qu'un bel andin. Donc le protocole P26 s'applique à tout ce que je viens de vous montrer, pas uniquement les terres excavées, mais maintenant on va surtout parler des terres excavées, c'est ce qui nous occupe principalement aujourd'hui. Alors le protocole, tout comme les stratégies, repose sur la notion de l'eau, qui est une notion qui est très très importante, et qui est la quantité de produits, donc des terres dans le cas présent, identifiées comme ayant des propriétés uniformes. Alors l'homogénéité, l'uniformité des terres excavées, c'est un très long débat, on peut en discuter toute la journée. On va considérer que quelque chose est uniforme à partir du moment où il varie très peu spatialement dans un espace considéré où la typologie, une notion sur laquelle on va revenir plus tard, ne varie pas. Ou très peu en tout cas. Étant donné qu'on vise à évaluer la qualité d'un matériau, on va travailler sur des échantillons composites. Alors qu'est-ce que c'est un échantillon composite? Un échantillon composite, c'est un ensemble d'échantillons élémentaires qui ont été rassemblés pour faire un tas de matière qui est plus volumineux et duquel on extrait des échantillons qui seront envoyés à l'analyse. C'est ce qui, à notre sens, est le plus approprié pour évaluer des matériaux. C'est très différent de dimensionner une pollution, ce genre de choses, où là on a besoin de la spatialisation. Ici, c'est connaître la qualité d'une matière, quoi. Alors, la stratégie, généralement, c'est définir le nombre d'échantillons élémentaires à prélever et le nombre d'échantillons composites à constituer sur base des échantillons élémentaires. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur les stratégies. Les stratégies, c'est la responsabilité de l'expert. Quand vous allez sur le terrain, on va vous donner une stratégie qui sera toute faite. Pour les terres excavées, la stratégie provient du guide du GRGT dont je vous ai parlé juste avant. Si jamais vous devez investiguer pour une raison quelconque un autre type de matière et pour lesquels il n'y a pas de stratégie applicable, les normes recommandent la stratégie par défaut qui dit que le nombre d'échantillons élémentaires est égal à la racine carrée du volume divisé par 2. Mais c'est juste un détail. Généralement, une stratégie, ça se présente simplement comme ça, une formule qui donne le nombre d'échantillons élémentaires et composites sur base d'un volume, ou alors un tableau qui vous résume le nombre d'échantillons à prélever. Alors, avant d'aller sur le terrain, et pour savoir comment réaliser l'investigation, il est très important d'identifier les conditions et contraintes liées à votre prélèvement. On a, nous, identifié 3 contraintes principales, c'est la volumétrie du lot, la sécurité du chantier et la typologie du matériau investigué. Sur base de ces conditions et contraintes-là, vous allez définir une stratégie et une méthode, enfin, c'est pas vous qui allez établir une stratégie, mais la stratégie découle de ces conditions et contraintes, et vous allez choisir la méthode de prélèvement la plus adaptée. Alors, tout d'abord, le volume d'un lot. Quelque chose que vous serez probablement amené à calculer sur le terrain. Il y a plusieurs façons de calculer la volumétrie d'un andin. Je vais en détailler plusieurs ici. Si vous estimez que s'il y en a d'autres qui vous conviennent mieux, vous êtes tout à fait libre de les choisir. Il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. Ici, c'est vraiment juste des outils. Tout d'abord, la géométrie. Un andin, c'est une forme géométrique qui a une formule pour calculer son volume. La formule pour calculer le volume d'un andin, c'est petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2 fois la longueur. Maintenant, comme je vous l'ai dit, un andin, ça ressemble plutôt souvent à un tas qu'à autre chose. Donc, c'est intéressant de connaître la formule du volume d'un cône. C'est pi r carré fois la hauteur divisé par 3. Si jamais vous avez une masse relativement informe qui est un peu allongée, un peu pointue, qui a différentes hauteurs, n'hésitez pas à combiner plusieurs formes ensemble, à prendre des morceaux de cône et d'andin et les ajuster pour avoir le volume le plus précis possible.
L'autre façon de calculer la volumétrie d'un lot, c'est la géolocalisation. Alors, le mesure GPS est évidemment un outil très puissant, on en est tous très conscients. Sur une friche avec un tas de terre, vous n'aurez peut-être pas à votre disposition un GPS, hein, mais par contre, je pense que beaucoup d'investigations liées à des terres excavées se font dans le cadre de travaux de génie civil, dans le cadre desquels il y a souvent un géomètre qui est présent. N'hésitez pas à demander au géomètre de prendre le dimensionnement du terrain et également dimensionner un tas, tant qu'à faire, ce sera qui sera le plus précis. J'ai également indiqué comme méthodologie le drone. Je sais que pour le moment, c'est clairement pas la réalité de terrain, mais moi, personnellement, je pense que c'est le futur. Nous, à l'ICEP, on s'est doté d'un drone qui sait faire de la mesure de volumétrie, et je pense que d'ici quelques années, on verra des drones voler très régulièrement au-dessus des chantiers pour faire tout plein de mesures environnementales, techniques, et notamment de volumétrie. C'est une technologie qui marche très très bien, qui n'est pas encore courante pour le moment, mais qui, je suis sûr, le deviendra. Alors une autre façon de calculer la volumétrie d'un lot, c'est quand on en connaît la masse. Pour les terres excavées, la masse est une donnée qu'on peut avoir beaucoup plus facilement ou à plein de situations pour lesquelles on dispose de la masse. Et donc on peut passer de la masse au volume, du volume à la masse évidemment, avec la masse volumique ou le volume massique des terres. Ce que je vous présente ici, c'est des tableaux qui représentent justement la masse volumique des terres en place. Je pars du principe qu'en place, on a facilement la donnée de volumétrie, parce que quand on a un volume d'excavation, on peut facilement avoir ces dimensions, et on peut transférer ça en masse, pardon. Alors que pour une terre excavée qui était transportée par camion, qui a peut-être été pesée, on aura plus facilement la donnée massique, de laquelle on peut calculer un volume. Les données qui sont dans le tableau ici proviennent pas de n'importe où, c'est des données qui sont issues de l'annexe B3 du GRER, donc qui provient des codes de langue bonne pratique. Ce sont les données des sols standards utilisés pour l'évaluation des risques, donc ce sont des valeurs qui ont été acceptées par les différentes instances techniques de la région wallonne, donc c'est relativement solide. Les valeurs sont exprimées en terrain sec, humide, en considérant 50% d'humidité, et saturé avec 100% d'eau. Évidemment, plus vous avez d'eau, plus votre terre est lourde, ça modifie un petit peu les calculs. Une autre possibilité, c'est de connaître le volume de l'excavation desquels proviennent les terres. Il suffit d'appliquer le foisonnement. Le foisonnement, c'est quand vous sortez une terre du sol, elle se décompacte, elle prend du volume, elle gonfle un petit peu et elle gagne classiquement, c'est une valeur qui est relativement moyenne et standard, mais on peut considérer qu'une terre gagne 20% de volume une fois qu'elle est sortie du sol. C'est une pure photo d'illustration, mais qui tombe à merveille. Comme vous voyez, au sein d'une zone d'excavation, vous pouvez avoir plusieurs typologies, plusieurs types de sols différents qu'il faudra distinguer au niveau des lots à investiguer. Donc, faire bien attention quand vous passez d'un volume d'excavation à un volume de terre excavée, de prendre le volume du lot investigué et pas l'entièreté du volume de terre. Ça pourrait amener à des erreurs importantes. Alors l'autre contrainte à considérer, qui est quelque chose auquel on essaie de faire beaucoup plus attention qu'avant dans les protocoles, c'est la sécurité. On estime qu'il y a une échelle des valeurs qui est très importante à garder en tête, c'est qu'on ne sacrifie pas la santé et la sécurité des opérateurs de terrain pour obtenir une donnée environnementale. C'est votre santé, c'est vous qui êtes confronté au risque. Si vous travaillez tous les jours dans des prélèvements de sols pollués, vous êtes tous les jours confronté à des produits toxiques, à des produits potentiellement toxiques, il faut vraiment faire attention à ça. Quels sont les risques auxquels on est confronté quand on fait un prélèvement de terre excavée? Les risques classiques de chantier. Je ne vais pas vous apprendre qu'il faut mettre un casque et une chasuble sur le chantier, je pense que ça tout le monde en est conscient. Les risques de chute, évidemment, quand vous avez un andin qui fait 10-12 mètres de hauteur, la chute peut faire assez mal. L'ensevelissement, si vous dévalez les pentes d'un granulat un peu friable, vous pouvez vous faire ensevelir. Et évidemment, toute l'exposition aux polluants, c'est pas pour rien qu'on vous demande de porter des gants, ce genre de choses, c'est parce que l'exposition aux polluants est tous les jours, potentiellement tous les jours exposé. La question à se poser quand vous devez investiguer un andin, c'est est-ce que la stabilité de l'andin est suffisante que pour pouvoir monter à son sommet? Plusieurs façons d'évaluer ça. Tout d'abord, si vous êtes dans le cadre d'un chantier actif qui a un coordinateur de sécurité qui est sur le chantier, allez le consulter. Est-ce que, selon toi, vu que ça fait partie de l'emprise du chantier, les conditions de sécurité sont suffisantes que pour monter sur l'andin? C'est la personne qui est la mieux habilitée à vous répondre. Si jamais il n'y a pas de coordinateur de chantier, que vous n'avez pas une réponse, ce sera à vous à apprécier la situation. Sur quelle base? La taille. Un andin de 2 mètres de haut ou un andin de 10 mètres de haut, c'est clairement pas les mêmes contraintes. La pente. Est-ce que c'est un 4 quarts stable ou pas? Et la cohérence des matériaux. Est-ce que c'est une terre un peu compacte ou simplement quand je monte, ça dévale? Sur base de ces différents critères-là, vous faites une analyse de risque et vous évaluez, oui,
c'est bon, je peux monter dessus, ou non, je ne prendrai pas le risque. On ne pourra jamais vous reprocher, ni l'administration ni personne, de ne pas avoir pris un risque pour aller chercher un échantillon. Que ce soit bien clair. L'autre contrainte, évidemment, c'est la typologie. C'est ça qui va définir la méthode d'investigation qui sera la plus appropriée. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-là parce que ça fait l'objet de la présentation qui suit, justement. Les critères de la typologie pour pouvoir définir le matériel, c'est la granulométrie, évidemment, et surtout la variation de granulométrie. Est-ce que j'ai des petits blocs, des gros blocs, ce genre de choses, l'humidité, la cohérence du matériau, tout ça, c'est tout ça qui va vous définir si vous devez prendre un type de tarière, une gouge, ce genre de choses. Alors, justement, le matériel qui peut convenir pour faire des prélèvements de sol de terre excavée, la tarière manuelle, ça reste l'outil qui sera le plus utilisé, je pense, pour ce type d'investigation, notamment parce qu'un andin est quelque chose qui a déjà été excavé, donc qui permet, on a peu de chances de rencontrer des refus avec ce matériel-là. La pelleteuse mécanique, dans le cadre d'un chantier actif, il y a très fréquemment des pelleteuses et on gagne un temps fou à demander à une pelleteuse d'aller chercher de la matière au sein de l'andin, de l'étaler et de faire ses prélèvements là-dedans. On estime que c'est tout à fait valable comme méthode d'investigation et en plus c'est ce qui permet de faire les descriptions les plus qualitatives parce qu'on a beaucoup de matériaux à notre disposition. Mais toutes les autres méthodes qui vous seront présentées après sont évidemment applicables. En plus du matériel de forage et d'investigation, il y a tout le matériel de gestion des échantillons qu'il faut envisager. Vous devez faire un cartage, donc vous devez rassembler de la matière, l'homogénéiser et en extraire un échantillon composite. Donc il vous faut des bacs, il vous faut des bâches plastiques, toutes ces choses-là qui sont envisagées dès la préparation du terrain. Alors le mode opératoire, comment ça se passe une fois que vous êtes réellement sur le site? Tout d'abord, c'est la délimitation des lots. Comme je vous l'ai dit, le lot est une notion qui est très importante, c'est ce qui est visé par l'échantillonnage. Potentiellement, vous n'êtes pas le seul à aller faire les prélèvements, vous pouvez travailler en équipe, ou il peut y avoir quelqu'un qui passe derrière vous pour faire les prélèvements, que ce soit un contrôle de l'administration, votre donneur d'ordre, quelqu'un qui veut une contre-analyse, n'importe quoi. Donc c'est très important de délimiter les lots sur le terrain. Un lot, c'est soit un andin qui est visé par l'échantillonnage, soit plusieurs andins, rien ne s'y oppose, ou une fraction d'andins. Pour n'importe quelle raison, vous décidez qu'un andin vous êtes divisé en deux lots et investigué séparément, c'est tout à fait valable. Il faut savoir ce qui est analysé et ce qui se retrouve dans les pots. Donc un marquage de terrain est très important. Vous pouvez soit faire un marquage de terrain qui évidemment résiste aux intempéries, parce que si à la première pluie c'est parti, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ou travailler via cartographie. Rien ne vous empêche de prendre une photo aérienne et de délimiter des lots sur plan, de façon claire. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on puisse dire, si moi demain je vais sur votre chantier, j'ai des outils pour pouvoir dire, ok, le lot 1 il est là, le lot 2 il est là. Ensuite, on répartit les points de prélèvement. Comme je vous l'ai dit, il y a deux cas de figure, andin stable et andin qui n'est pas stable. Un andin stable, on demande de monter sur l'andin pour faire des prélèvements depuis la crête, alors qu'un andin stable, on ne vous le demande pas. Donc un andin stable, les prélèvements se font depuis la crête et depuis les flancs, alors que si l'andin n'est pas stable, vous ne les prélevez que depuis les flancs. Tout ce que ça va vous demander finalement, c'est de rallonger un peu les profondeurs de forage depuis les flancs. Donc vous allez perdre un petit peu de temps, mais finalement vous saurez investiguer le matériau dans son entièreté. La répartition des points que je vous donne ici, c'est la répartition qui provient des normes ISO, qui est très théorique, parce qu'on sait, comme je vous l'ai dit très bien, que ça ressemble plutôt généralement à des tas informes qu'à des vrais andins. Bref, un andin classique, on demande de diviser l'andin en sections et de prendre 3 échantillons par section afin que l'entièreté de l'andin soit investiguée. Si l'andin n'est pas stable, c'est exactement la même chose, sauf que vous prenez des échantillons que depuis les flancs. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est excessivement théorique comme approche. L'emplacement d'un échantillon élémentaire prélevé au sein d'un andin, c'est à l'appréciation du préleveur. Il faut juste qu'aucune portion ne soit ignorée. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de prendre des échantillons en toute honnêteté dans l'entièreté du lot. Alors, pourquoi? Pour la représentativité et aussi parce que quand vous avez un tas et que vous ne le voyez que de l'extérieur, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des surprises au sein du lot. Si jamais vous faites une investigation, vous prélevez des échantillons pour gagner du temps seulement depuis les flancs, pour n'importe quelle raison, et puis qu'au moment où on déplace le lot, on se rend compte que non, il y avait 2 tas superposés, en dessous de mon andin, il y avait une autre matière, on va vite se rendre compte que vous n'avez pas investigué l'entièreté du tas, et ça peut amener des gros problèmes au niveau de la gestion des terres. Donc c'est très important d'aller dans l'entièreté du lot.
Une fois que vous avez été prendre vos échantillons élémentaires, vous devez constituer un échantillon composite. Donc, c'est-à-dire rassembler les échantillons élémentaires qui ont, si possible, un volume tous identique pour des questions de représentativité. Vous les homogénéisez et vous réduisez la taille de l'échantillon de l'ensemble de matière pour prendre des échantillons composites qui seront envoyés à l'analyse. C'est ce qu'on appelle faire un cartage. Le principe du cartage que je vais vous détailler ici, il n'est pas dans le protocole P26 dont je vous parle, il est dans le protocole P1 qui rassemble l'ensemble des données liées à la gestion des échantillons, qui fera l'objet d'une présentation ultérieure. Seulement, étant donné qu'on parle de cartage ici, on a déplacé cette partie-là. Donc je vous invite aussi à tout le monde à lire le protocole P1, qui est excessivement important pour le bon déroulement des investigations. Donc le principe d'un cartage, c'est que vous avez un tas de matière, c'est l'ensemble de vos échantillons élémentaires qui ont été rassemblés. Vous allez le diviser en quarts et extraire de la matière. Le grand principe du cartage, c'est qu'une fois que vous avez rassemblé tous vos échantillons élémentaires, vous ne sortez pas de la matière pour faire votre échantillon composite, vous éliminez de la matière de l'ensemble du lot. C'est une différence qui est très importante en fait et qui fait vraiment la différence. Donc plutôt que de prendre de la matière pour mettre dans votre pot, vous écartez de la matière et vous répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à obtenir un volume de matière qui correspond aux besoins pour l'analyse. Donc à savoir un pot d'échantillonnage. Ou plusieurs, si jamais vous voulez des doublons ou qu'il y a plusieurs échantillons composites à tirer. Donc comme je l'ai dit, la gestion des échantillons fait partie du protocole P1. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la vidéo YouTube ici, qui est une démonstration vidéo par le CRR de comment faire un cartage. Donc c'est juste un gars avec une pelle qui prend de la terre et qui découpe et qui vous montre exactement comment faire. C'est très instructif. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir de l'expérience pour ce genre de méthode. Or, pour la représentativité de l'échantillon, c'est très important. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil à la vidéo qui est très bien faite. Alors une fois que vous avez pris vos échantillons, vous allez devoir consigner l'information et transmettre l'information à votre donneur d'ordre via la fiche de prélèvement. La fiche de prélèvement est un document qui est signé. Ça, c'est quelque chose qui figure dans la GOE, la GOE seule, qui vous donne votre enregistrement. Donc, ce document qui est très important et qui consigne l'ensemble des données de terrain. À la fois la description des matériaux prélevés et les conditions de prélèvement. Matériel, répartition des points, écart à la stratégie, tout ce genre de choses. Comme je vous l'ai dit, vous êtes les personnes sur le terrain, c'est vous qui êtes confrontés aux conditions et contraintes, c'est vous qui êtes confrontés aux problèmes sur le chantier. Les écarts à la stratégie, c'est quelque chose qui est complètement admis, qui est autorisé. Il faut juste que les écarts à la stratégie soient justifiés. Si vous faites un écart à la stratégie parce que vous n'avez pas le temps ou pas l'envie, ça ne va pas, c'est logique. Par contre, si vous faites un écart à la stratégie parce que vous n'aviez pas accès à cette zone-là, parce qu'il y a eu telle ou telle contrainte qui vous empêchait de le faire, on ne pourra jamais vous le reprocher. Sauf si vous ne le justifiez pas. Donc il faut consigner ce genre de choses dans les fiches de prélèvement. C'est vraiment un document qui a beaucoup d'importance. Je vous mets un petit exemple de fiche de prélèvement. C'est un modèle qui est disponible sur le site de l'ICEP en annexe au protocole P7 de description. C'est un document sur lequel on reviendra ultérieurement. Tout ce que je voulais vous montrer ici, c'est le schéma de Landin qui est là. Comme vous voyez, il y a un schéma de Landin qui est dessiné à la va-vite et sur lequel on a disposé les points de prélèvement. Savoir précisément où sont les points de prélèvement sur un Landin, c'est une donnée qui ne m'intéresse pas personnellement. Simplement pourquoi ? Parce que le Landin, demain, il sera peut-être ailleurs, il sera déplacé. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de spatialisation. Donc disposer les points de prélèvement, ce n'est pas tellement important. Par contre, savoir que votre Landin il était divisé en deux lots, que la zone là-bas, vous n'y avez pas eu accès, que la zone là-bas, vous avez rencontré un matériau hétérogène au sein de Landin, ça, c'est des données qui sont intéressantes. Donc c'est ça qu'on veut qui figure sous les fiches de prélèvement et c'est pour ça qu'il y a une demande de schéma. Ce n'est pas juste pour positionner au GPS les points de prélèvement sur un Landin, ça n'a aucun sens. Le reste du document fera l'objet d'une présentation, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, j'en ai fini pour le P26, et comme je vous l'ai annoncé juste avant la pause, après chaque présentation, on aura 2-3 questions à vous poser. Dans le cadre de ma présentation, j'aimerais bien que vous réfléchissiez à la situation suivante. En réalisant les prélèvements, au sein du tas de terre qui vous était présenté, vous tombez sur une poche, vous sortez la tarière, et il y a un matériau qui a complètement une nature différente. C'est un terrain vécu, c'est une situation sur laquelle on a rencontré. Donc vous avez un matériau investigué qui est relativement noir et sombre, vous sortez la tarière et c'est quelque chose qui est plutôt clair, plus sableux, un peu plus grenu. En tant que préleveur, j'aimerais bien que vous me disiez quelle est votre réaction.
Est-ce que vous multipliez les forages autour de la poche pour la dimensionner précisément? Est-ce qu'à partir du moment où votre donneur d'ordre a défini un lot, vous le mettez dans l'échantillon, tant pis, ça fait partie du lot, donc ce sera représentatif. Est-ce que vous baquez l'échantillon et vous continuez votre journée? Voilà, essayez un peu de réfléchir à vous, sur le terrain, quelle serait votre réaction face à ces situations. Voilà, je vous remercie.